nous sommes allés en France pour voir finalement s'il existait des initiatives qui permettaient de passer à l'échelle, dit autrement, qui permettaient d'engager tous les e-commerçants ou d'engager des e-commerçants à grande échelle et pas uniquement finalement les e-commerçants qui sont déjà bien concernés par la question. Et c'est pour ça que on a invité Madame Doudou qui va nous présenter la charte de la FEVAT, donc qui est une autre charte que celle de la charte du MIC responsable. Ce sont bien deux chartes différentes. Et donc, Madame Doudou, je vous donne la parole. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci beaucoup. Donc, en effet, et merci pour l'invitation et pour ces riches interventions qui nourrissent aussi la partie française en fait dans nos réflexions. Et la FEVAT, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance en France. Qui regroupe les acteurs du e-commerce. Hein. Donc on a les acteurs vraiment Internet, que ce soit les acteurs français ou internationaux, mais aussi les distributeurs qui ont aussi opté pour la solution un peu d'omnicanalité, c'est-à-dire voilà, d'avoir des points de vente physiques, mais aussi de développer leur site internet, ce qui est une tendance assez forte et qui s'est accentuée en fait avec la crise sanitaire. C'était un point qui avait été abordé en introduction et qui est assez important, car avec la crise sanitaire, finalement, on s'est rendu compte que le e-commerce avait pu démontrer un certain nombre de choses, dont l'utilité sociale et économique. Alors, pour parler de l'économie, l'utilité sociale, ça a permis à tout le monde, hein, vous et nous, de travailler, de continuer à travailler, de pouvoir faire ses courses. Alors, on a commencé soit on commandait déjà sur Internet, soit on a commencé à travailler, à commander sur Internet parce que on avait peur du virus, etc. Donc, il y a eu vraiment une utilité sociale assez importante, puisque quand les magasins ont été fermés, en tout cas en France, hein, il avait bien fallu continuer à avoir une activité et puis surtout continuer à vivre. Et puis notre utilité plutôt économique, parce qu'il y avait des commerçants qui soit avaient déjà entrepris le virage de la digitalisation, soit ont accéléré ce virage, en tout cas la prise de ce virage, au moment de la crise sanitaire. Donc, c'est vraiment une situation qui a été, on va dire, positive et en même temps qui a pu, par moments, cristalliser aussi un petit peu la situation politique, puisque mon intervention porte sur ce qu'on a pu mettre en place en France. Et d'ailleurs, dans les interventions précédentes, on n'a pas trop abordé la réglementation, etc. Mais en France, c'est quelque chose qui est quand même assez important. D'où l'intérêt de vous écouter tout cet après-midi, parce qu'il y a peut-être des différences d'approche pour en discuter et pour en débattre. Parce qu'en France, même si le e-commerce a été un accélérateur, on a été quand même dans une situation a posteriori, c'est-à-dire quelques mois après, où le e-commerce a été un peu stigmatisé comme le grand gagnant en fait de la crise sanitaire, avec parfois des fausses vérités. Alors qu'on a pu ressentir dans des projets de loi, parce on a eu quelques réglementations assez fortes et je vais y revenir. Soit aussi dans les reportages, la presse. Donc il y a eu un effet médiatique assez fort qui ont donné peut-être de fausses bonnes images ou de mauvaises images du secteur. Donc face à ce contexte, va s'ajouter aussi une particularité peut-être un peu plus française, c'est que dans le cadre du quinquennat français, donc de la présidence française qui dure 5 ans, une priorité sur les aspects environnementaux. Donc on a eu plusieurs projets de loi, une loi économie circulaire, on en parlait en introduction, j'ai entendu des mots-clés, en tout cas qui me parlaient, une loi aussi, projet de loi climat, pour essayer de trouver des solutions. Et le rôle de la FEVAD, et alors voilà, on représente 750 entreprises, je vous le disais, de toute taille, hein,
des grands groupes, des petites PME. Et donc le rôle, c'est aussi de pouvoir représenter l'ensemble des acteurs sur le sujet. Donc là, l'idée de ma présentation, c'était aussi de vous partager un petit peu notre retour d'expérience compte tenu de ce contexte politique assez fort, parce que finalement, quand on est un peu stigmatisé, le e-commerce en gagnant de la crise, alors qu'en fait, le e-commerce a apporté des solutions alternatives qu'on n'aurait pas trouvées finalement, avec une stigmatisation, des pressions politiques, mais aussi une réalité, c'est-à-dire que l'environnement, la RSE ne sont pas des sujets nouveaux pour les acteurs de la FEVAD. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce que collectivement, avec les pouvoirs publics, on pouvait avancer sur ces sujets-là. Et on avait conscience, je pense collectivement, que tout ne pouvait pas passer par la réglementation. Et peut-être que c'est différent en Belgique, mais en France, il y a quand même une tendance à la réglementation. Alors peut-être parce qu'on n'a pas confiance en les acteurs, peut-être qu'il y a besoin d'impulser des mouvements. Mais on a su avoir cette discussion. Et c'est là où je vais commencer à partager un peu ma présentation, si vous en êtes d'accord, et vous me direz si vous la voyez bien. Hop. Alors là, elle charge, voilà. Là, tu peux juste partager le diapo pour qu'on voit toute la... Voilà. Est-ce que ça marche? Bon, Oui. super. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, je voulais juste vous donner un contexte politique, parce qu'en France, on a eu, comme je vous le disais, plusieurs lois qui étaient des priorités, en fait, dans le cadre du quinquennat français, donc avec une pression politique, mais au-delà de la pression politique, c'est que ça répondait aussi à certaines préoccupations des citoyens. Donc, on a eu une première loi qui s'appelle la loi AGEC, donc pour résumer, sans rentrer dans les détails, c'est économie circulaire. Un autre projet de loi qui s'appelle la loi climat. Je vous ai mis les détails, je vais pas tout détailler, vous pourrez relire puisqu'on a pris un peu de retard sur l'importance aussi de prendre en compte un certain nombre de mesures. Dans la loi climat, alors un an avant, on débattait de la loi économie circulaire. Dans la loi climat, on a retrouvé finalement des dispositions visant le e-commerce et le commerce, notamment, par exemple, pour illustrer, la taxation des livraisons en fonction de l'impact environnemental. D'autres dispositions assez importantes, un moratoire sur les entrepôts e-commerce, c'est-à-dire une limitation de la possibilité d'implanter de nouveaux entrepôts pour limiter l'artificialisation des sols. Autre mesure aussi assez phare, la mise en place d'un score carbone, par exemple, à l'instar, alors je ne sais pas si vous connaissez, de ce qui a été mis en place du côté alimentaire, le Nutri-Score. C'est-à-dire que sur les produits alimentaires aujourd'hui, dans les magasins, vous avez votre Nutri-Score qui vous dit, en France en tout cas, je ne sais pas si ça a été généralisé, si le produit que vous allez acheter, il est bon ou pas pour votre santé. Là, ils avaient imaginé la même chose sur si vous commandez ce produit et que vous le faites livrer à la maison ou si vous le faites livrer en point relais, eh bien, c'est une bonne ou une mauvaise commande. Voilà. Donc, il y a énormément d'idées en ce sens, sachant que ça a été amené par voie d'amendement. Alors, si les objectifs de réduction d'impact environnemental et le secteur en France et ailleurs, on dépasse les frontières sur ces sujets, ne datent pas d'aujourd'hui, on peut quand même tout de même se poser quelques questions sur les initiatives un peu législatives. À l'époque, avec le projet de loi climat, on avait quand même des dispositions qui étaient un peu antinomiques. Limiter l'implantation des entrepôts alors que les besoins en logistique sont en pleine croissance, ça peut interroger. Taxer la livraison alors que le e-commerce a été une solution en fait alternative et donc du coup a aussi modifié les modes de consommation, ça peut aussi poser question. Informer le consommateur sur l'impact environnemental. Alors aujourd'hui, il n'existe pas de méthodologie en fait commune, collective, standardisée. Cela signifie aussi que finalement chaque acteur pourrait développer sa solution ou sa méthodologie. Et donc en fait, ça rejoint en fait les interventions précédentes. Donc j'étais ravie de pouvoir écouter tout le monde.
Parce que finalement, en fait, et d'ailleurs, je rejoins les 3 axes qui ont été développés tout à l'heure, et on va pouvoir y revenir. C'est que ce sont des questions qui se posent, et finalement, tout le monde a conscience de l'importance de ces sujets. Est-ce que ça doit passer par la réglementation? Est-ce que ça doit passer par des initiatives volontaires, individuelles ou collectives? Ce sont des questions qui se sont posées au sein de la FEVAD. Alors après, dans un contexte politique peut-être un peu différent, c'est que en France, comme ce sont des sujets prioritaires, on a eu en fait des missions qui ont été lancées sous couvert du gouvernement pour nous inciter à réfléchir collectivement. Donc, comment est-ce qu'on a finalement travaillé? La mission a été lancée, donc c'est ce que je vous ai mis un peu dans cette slide. La mission a été lancée, on a eu un premier rapport avec 30 propositions, parmi lesquelles se trouvait le fait qu'il fallait qu'on lance une concertation pour réfléchir justement à un e-commerce et logistique responsable. Parallèlement, on avait les négociations avec le projet de loi climat, avec toutes les propositions que je vous exposais. Et on a travaillé à l'écriture d'une charte, à l'élaboration d'une charte. Alors, côté FEVAD, parce qu'on est une fédération, donc nous, on fédère des entreprises, on ne prend pas parti, on n'est pas juge et partie. On essaie d'impulser un mouvement et après, c'est chaque entreprise qui a le choix de joindre ou pas le mouvement. On ne va pas se transformer en juge des bonnes pratiques, moins bonnes pratiques. Et puis, l'idée, c'est d'emporter l'adhésion d'un maximum d'acteurs. Donc, cette charte a été signée le 28 juillet dernier alors par 14 entreprises. Il faut remettre ça aussi dans un timing. On a commencé les discussions en mars avec une signature au mois de juillet, avec des timings assez serrés. Le 28 juillet n'était pas forcément une bonne date de signature, mais on a été tout de même assez positivement surpris de l'engouement, en tout cas d'acteurs de toute taille, parce que c'est important aussi de se dire que la RSE n'est pas qu'un sujet de grande entreprise, c'est un sujet d'entreprise de toute taille. Et donc, on a abouti à la signature d'une charte le 28 juillet dernier, en présence de Barbara Pompili, qui est notre ministre plutôt écologie-environnement, et Cédrico plutôt numérique. Alors, je ne vais pas forcément détailler, mais pour vous donner quelques indications, et ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces sujets ont été abordés durant l'après-midi. Donc, la charte d'engagement vise 4 axes. Le premier axe, c'est sensibiliser et informer le consommateur, qu'on appelle aujourd'hui un consommateur, c'est-à-dire lui donner les clés du camion. Alors, pas le camion de livraison, mais le camion de sa consommation. Et donc, il y a plusieurs points, donc, comme informer le consommateur sur l'impact environnemental de la livraison, en lui proposant plusieurs options. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses cet après-midi, en disant peut-être que le fait de se faire livrer en point relais, ça consomme moins, en tout cas en termes d'impact environnemental, c'est moins impactant que si c'était livré à domicile. Alors, c'est là où moi j'ai mis une petite nuance, j'ai pas réagi lors des interventions. Tout dépend. Si le consommateur finalement se fait livrer en point relais, il va à pied, ça marche, mais s'il utilise sa voiture, on demande à voir. Donc, l'idée est vraiment de travailler à des indicateurs de consommation, et c'est la raison pour laquelle, sur certains des engagements, il y a eu aussi un étalement d'obligations à mettre en place. Là, vous voyez par exemple que cet engagement ne sera applicable que l'année prochaine. Donc, c'est important aussi d'accompagner. Juste, en fait, je me demande si tu ne touches pas à ton micro quand tu parles, et donc il y a des interférences. Et alors, au niveau timing, c'était plus ou moins déjà à 10 minutes. Comme ça, tu sais aussi. D'accord, parfait. Alors, je vais passer rapidement et après, je vais laisser la place aux questions. Deuxième point, c'était favoriser les bons gestes de commande. Donc, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. C'était justement l'exemple qui avait été pris tout à l'heure de ne pas commander 2 tailles différentes sur un même produit et ensuite le renvoyer gratuitement.
encourager les bons gestes sur les consignes de tri et réemploi aux consommateurs. Donc, c'est ramener son colis lorsque cela est possible. Et puis ensuite, offrir aux consommateurs la possibilité d'identifier les produits du catalogue avec le meilleur impact environnemental. Je vous laisserai découvrir la charte en détail, mais tout ça pour dire qu'on a eu aussi, voilà, on a parlé d'emballage tout à l'heure, j'ai entendu une entreprise qui intervenait sur comment réduire l'emballage, donc c'est réduire un petit peu les vides, etc. Je pense que ce qu'il faut souligner dans cette démarche un petit peu de bonne pratique, c'est la démarche volontaire et de ne pas passer par la régulation parce que la législation en fait fige un petit peu tout. Et là, la démarche qu'on a initiée sous couvert de la mission, enfin, c'est la mission, c'est le gouvernement qui nous a sollicité, mais on a répondu présent et c'était le côté un peu intéressant de l'exercice. C'est de réfléchir en fait ensemble collectivement pour répondre à ces préoccupations. Et le fait que ça passe par une charte d'engagement, ça permettait aussi de ne pas avoir quelque chose de figé et donc de permettre aux entreprises de partager leurs bonnes pratiques. Voilà, alors on a eu beaucoup de discussions. Je pense qu'elles vont se poursuivre puisque la charte a vocation à vivre. C'est de se dire aussi quel est le meilleur moyen d'arriver à atteindre ces objectifs tout en respectant en fait finalement les plans d'action développement durable de chaque entreprise sans les bouleverser, sans créer quelque chose de figé. Et donc, ce qui a été très, très intéressant, ça a vraiment été ce brainstorming et aussi la valorisation de choses qui avaient déjà été mises en place par les entreprises et pas forcément valorisées. Donc, on espère au sein de la FEVAD que d'autres entreprises vont rejoindre le mouvement. C'est en effet le cas. Et dans les prochaines étapes, on continue à collaborer avec les pouvoirs publics pour essayer de faire vivre cette charte. Après, c'est une charte qui est signée par les entreprises. La FEVAD, en tant que fédération, joue le rôle un peu d'accompagnateur, de jouer un peu un rôle pédagogique sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment est-ce que vous pouvez ou pas signer la charte, mais on n'est pas jugé parti, on remet ça en fait aux pouvoirs publics qui sont vraiment les pilotes dans l'avion, si j'ose dire. Mais ça a été une bonne expérience parce que pour certaines entreprises, elles ont vu aussi une opportunité d'accélérer leur plan d'action RSE, pour d'autres de valoriser le plan RSE qui avait été mis en place et du coup aussi de poursuivre le travail avec leurs prestataires, puisque dans notre charte, on a une partie logistique, on a une partie transport, on a une partie vraiment information du consommateur. Donc, ça concerne tout le monde. C'est vraiment une charte filière. Et c'était important de la construire avec l'ensemble des acteurs, puisqu'on sait que les acteurs e-commerçants ne gèrent absolument pas l'ensemble de la filière. Ok. Voilà. J'ai essayé de faire un peu plus court que prévu. Non, c'était très très bien. C'était très intéressant donc de voir à la fois donc je pourrais partager la présentation avec grand plaisir. Voilà, donc dans les 4 axes, il y avait aussi, donc si je résume, il y avait la communication, l'engagement des consommateurs, l'emballage, la logistique, et le 4e axe, c'était aussi de pouvoir, une fois par an, faire le bilan de cette charte, okay. C'est-à-dire se dire qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a été plus difficile, et puis de faire évoluer aussi cette charte en fonction des pratiques. Alors, on n'est pas... ça venait en complément du projet de loi climat, mais on s'est vite rendu compte que dans la loi climat, si on avait fait passer des choses, pour les entreprises, ça a été un poids extraordinaire et en plus, ça aurait été contre-productif parce qu'on n'avait pas de solution. Quand je vous disais, on n'a pas de méthodologie pour évaluer l'impact d'une livraison parce que, comme je vous disais, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que le consommateur va y aller à pied? Est-ce qu'il va y aller en voiture? Donc, c'était important aussi peut-être de mettre en place des engagements volontaires pour justement atteindre ces objectifs sur une approche un peu pragmatique, opérationnelle, et de ne pas figer ça dans la loi.
Après, je ne sais pas en Belgique comment ça se passe. Il y a beaucoup de projets de loi, mais c'est vrai qu'en France, on a eu deux projets, deux lois importantes, puisque c'était des projets, mais elles ont abouti à des lois. La loi économie circulaire et la loi climat. Mais ce qui était important, c'est de voir aussi l'intérêt de dialoguer avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement. Et c'est vrai qu'au final, on aurait pu avoir de fortes obligations dans le cadre de la loi climat. Et finalement, le fait d'avoir montré tout ce qui avait été mis en place avec une démarche volontaire, engagée, sérieuse, réelle et réaliste, ça a permis aussi de faire entendre les difficultés opérationnelles des entreprises finalement. Ok. Et vous ne parlez pas du tout de numérique dans la charte. Est-ce que la question n'a pas été abordée? Est-ce qu'elle a été abordée, mais que les indicateurs, la méthodologie est trop complexe? Est-ce que pourrait être prise en compte? Alors, quand vous parlez de numérique, vous parlez De de quel l'impact aspect du numérique d'un site e-commerce, éventuellement de la publicité qu'il peut générer, Non, on de n'a pas l'impact. été dans ce niveau. Peut-être que ce sera intégré dans les versions futures. Là, on en est déjà à un stade où, après, peut-être que l'aspect numérique peut porter aussi sur le fait les bons gestes de commande, sur le site internet, etc., parce que j'ai suivi les présentations. Mais après, je pense qu'au-delà de ces aspects environnementaux, qui sont très très importants et qui sont une priorité pour la FEVAD et ses membres, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus la demande et les attentes des consommateurs. Parce que finalement, ça compte. Si les sites développent aussi des solutions, parce qu'ils ont aussi une approche marketing assez forte et ils essaient de répondre à ces demandes. Donc, d'essayer de mettre ça dans une charte collective, parce que je rappelle, la FEVAD, c'est une fédération, on essaie de fédérer les acteurs du e-commerce en France. Donc, le fait on ne peut pas s'immiscer dans les démarches marketing des uns et des autres. Et d'ailleurs, il y a quelques exemples qui ont été présentés cet après-midi qui sont assez intéressants. Donc, nous, on ne va pas aller dans ce type de détails, mais c'est important, je pense, vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis même, quand je dis grand public, c'est aussi les clients, de montrer que ce sont des sujets importants. Après, je pense qu'il y a aussi une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire que parfois, on peut avoir des consommateurs qui vont avoir envie de défendre la partie RSE, mais qui ont envie de recevoir leurs produits en 24 heures. Voilà. Et après, ce qu'il faut faire payer, pas payer, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de, il n'y a pas de solution, en tout cas, là, pour demain matin. Mais en revanche, c'est important de pouvoir y réfléchir. Et c'est ce que nous avons fait au sein de la FEVAD et nous allons continuer, bien entendu, à le faire. Et donc, je suis ravie de pouvoir intervenir parmi vous pour partager un peu cette expérience française. Et nul doute que vous pourrez y réfléchir et contribuer à ce débat riche dans les prochaines semaines. Merci beaucoup pour ce partage. Et le débat va commencer directement parce qu'on va donner la parole à ce qu'on peut dire votre équivalent en Belgique. Je laisserai Sophie préciser tout cela.